Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je n'ai pas droit à l'erreur aujourd'hui parce que j'ai utilisé mon bonus temps en 2018, 43 minutes. Donc, je vais faire en sorte d'être en dessous des 20 minutes pour la première fois. Alors, juste une petite précision, vous avez un QR code. Si vous le flashez, vous pouvez aller sur des ressources et sur des articles et également, donc un certain nombre de choses que je vais mettre également. Je vous garantis que ma présentation est 0% Wikipédia, parce que ça n'est pas une encyclopédie, et elle est également 0% IA pour tout ce qui n'est pas exemple. Alors les exemples sur l'IA, bien sûr, sont des exemples générés par l'IA. On va commencer par la question de départ, qu'est-ce qu'une consigne? Alors une consigne, c'est le contraire d'un apprentissage par essai-erreur. Le message est un message à visée d'action qui est généralement communiqué par un document que l'on appelle un document procédural qui communique une procédure et le but c'est d'éviter les erreurs. Donc je pourrais dire que finalement une consigne c'est un détrompeur, mais un détrompeur par anticipation. Vous avez des consignes très variables. Par exemple, ici, dans un Airbus A380, les consignes de sécurité, j'avais trouvé ça assez original, alors qu'avant, on était habitué plutôt à des consignes, on va dire, un petit peu plus austères. Donc, les consignes peuvent prendre des formes très variables dans des documents qui peuvent être électroniques, qui peuvent être papier, etc. Souvent, on considère que les fonctions des consignes sont des incitations à l'action. Là, il y a une très belle campagne actuellement qui passe, Mars bleu. On peut dire que c'est une consigne élégante, va chier, je le prononce, je suis enregistré, qui dit ce qu'il faut faire. Allez-y, faites-le. Mais moi, je m'intéresse plutôt sur les consignes qui sont des aides à l'action, qui disent comment on le fait. Et là, vous avez le mode d'emploi, justement, pour faire la chose qu'on vous a demandé de faire correctement. Les consignes permettent également d'apprendre de nouvelles connaissances, qu'on appelle des connaissances procédurales, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et puis aussi, dans les systèmes socio-techniques complexes, ce sont des barrières contre les accidents. Alors, je vais vous donner une consigne. La première consigne que je vous donnerai, elle est très simple. Vous rentrez chez vous, vous plantez un pied de fenouil sur votre balcon ou dans votre jardin. La deuxième consigne, c'est ne m'applaudissez pas si vous êtes satisfait de mon intervention. Sur une échelle de 0 à 10, mettez-moi simplement entre 12 et 15. Alors mon objectif, ici, il est assez simple, tenir pas plus de 15 minutes et vous présenter un certain nombre de dysfonctionnements tels qu'on les analyse dans le domaine de la psychologie cognitive. Donc mon approche sera essentiellement une approche de psychologie cognitive. Et je développerai deux idées principales. En général, je les mets à la fin, mais je n'ai jamais le temps de les présenter, donc là, je les ai mises au début. Première idée, concevoir et communiquer efficacement une consigne est un métier. Cela nécessite des compétences que, en général, une personne seule ne peut pas, on va dire, avoir seule. Et donc, souvent, c'est un métier qui consiste à travailler dans un collectif. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. En Amérique du Nord, depuis les années 60, suite à la guerre froide, de nombreux manuels de rédaction technique ont été créés. Là, vous en avez un, par exemple, un très bon qui en était à la 15e édition en 2022. Et puis, le métier de communicateur technique est enseigné dans les universités, dans d'autres structures. En France, on appelle ça un rédacteur technique. Et on est un petit peu en retard par rapport à l'Amérique du Nord de ce point de vue-là. Deuxième idée, l'exécution correcte d'une procédure à partir d'une consigne, et là c'est la première fois que je le dis, nécessite un traitement intelligent de la part de l'utilisateur. Il ne doit pas suivre la consigne aveuglément. Alors, que signifie un traitement intelligent de la consigne par l'utilisateur? Premièrement, se représenter correctement la situation à laquelle fait référence la procédure. Si vous prenez cette instruction, n'éteignez jamais un feu de friteuse avec de l'eau. Faites-vous une image mentale de ce qui arriverait si vous enfreigniez l'instruction. Versez mentalement un verre d'eau sur le feu de friteuse. Alors si vous arrivez à vous représenter cette situation, c'est que vous aviez ce que l'on appelle un modèle de situation correct, c'est-à-dire une représentation mentale correcte de la situation.
C'est une représentation qui se construit en mémoire de travail. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on va dire c'est le carrefour cognitif dans lequel nous analysons la situation en cours. Eh bien, si vous aviez cette représentation, vous aviez une représentation à peu près correcte de la situation, sauf que dans une cuisine, forcément, la flamme va avoir une trajectoire qui ne sera pas celle-ci, mais qui va bien évidemment prendre une trajectoire horizontale à un moment donné. Alors, si on prend un modèle local, je dirais le dimanche après-midi sur la côte Picarde, vous avez des très belles consignes, accès interdit, une barrière, un picto, et vous avez toutes les familles qui sont en train de marcher à 2 mètres de la falaise qui est en train de s'effondrer. Alors, sont-ils tous fous, suicidaires, veulent-ils tous hériter plus vite en poussant mamie et papy du haut de la falaise? Ou y a-t-il une explication cognitive? Alors au Cap Blanc-Nez, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, vous avez une belle falaise. Toutes ces personnes sont-elles en sécurité? Et si ce n'est pas le cas, sont-elles inconscientes? Alors pourtant, le picto nous dit, écoutez, ça peut s'effondrer. Et il nous dit même comment ça peut s'effondrer. Est-ce qu'une falaise s'effondre toujours de cette manière? Alors oui, ça c'est la falaise façon Canyon Apache, chez Lucky Luke. Alors il n'y a pas d'Indien au haut de la falaise, mais il y a des roches qui peuvent tomber. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'au pied de la falaise, vous avez des amas qui peuvent donner penser que c'est comme ça qu'une falaise s'effondre. Est-ce que le bon modèle de situation, c'est ça? Une falaise, ça s'effondre souvent comme ça. C'est-à-dire que c'est un glissement qui ressemble beaucoup plus à une avalanche. Et j'avais demandé à une collègue en géologie, je lui ai dit, si on était sur la plage à ce moment-là, elle me dit, tu serais broyé complètement. Ce sont des roches, de la terre. Et même avec des falaises, on va dire de craie, vous avez l'équivalent. Donc le modèle induit par le pictogramme induit en erreur. On croit qu'il est bien fait, on croit qu'il nous avertit, il nous dit attention, n'allez pas en dessous de la falaise. Par contre, le modèle de situation correct, c'est celui-ci. Ça peut aussi s'effondrer comme ça, une falaise. Alors, traitement intelligent, ça veut dire aussi faire des inférences correctes. Dans un Airbus A320, en direction de Toulouse, un jour, je vois cette petite instruction sur le siège qui était devant moi. Et je la comprends. Et quand je la présente à mes étudiants, ils la comprennent tous. Et pourtant, elle est défectueuse. Parce que ma ceinture, c'est celle-ci. Et donc, si je dois garder ma ceinture, c'est évident, je ne retire pas ma ceinture dans un avion. Mais c'est la ceinture du siège que je dois garder attachée. Et vous remarquez que l'instruction en anglais le dit, seat belt. Donc j'ai automatiquement mon système à calculer, à rectifier le côté défectueux de la consigne. Donc exécuter une consigne correctement, c'est aussi être capable de la corriger d'une certaine manière, sans s'en apercevoir. Troisième exemple, on est dans un monde de fake news, d'infox, de deepfake. Valider une consigne, exécuter une consigne, c'est aussi valider ce qui est dit. Par exemple, ici, vous avez une consigne de l'utilisation d'une tronçonneuse électrique avec batterie, sans prise, et on nous dit surtout débrancher la prise avant de toucher à la chaîne. Ouais. Donc il faut comprendre que la personne s'est trompée et qu'on n'est pas sur le bon paragraphe là. C'est pas la bonne tronçonneuse, il n'y a pas de prise, c'est une tronçonneuse à batterie. Alors, dernier exemple d'utilisation intelligente d'une consigne, on nous dit dans une consigne qui est un objet standard de faire des choses qui vont être faites dans des situations non standards. Par exemple, avant de commencer le travail d'abattage, une sortie de secours doit être prévue et aménagée si besoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je suis en train de tailler ma haie? Une sortie de secours ici. C'est une zone de fuite avec des ronces autour, est-ce que je dois débarrasser tout ce qui est autour, derrière moi? Donc vous voyez que la sortie de secours, il faut que je particularise cette instruction dans la situation dans laquelle je suis en train de l'exécuter. Donc, exécuter une consigne, c'est une activité très complexe qui nécessite beaucoup d'activité de la part de l'utilisateur. Maintenant, je mettrai l'accent sur cette faute. Alors, cette erreur, je viens de faire un lapsus, sur cette erreur, dont une faute. Première erreur, alors ça c'est côté rédacteur, confondre la procédure et le document qui est chargé de la communiquer. C'est une erreur qu'on trouve souvent. On vous dit tiens, la procédure c'est ça. Non, ça c'est le document qui véhicule la procédure. La procédure, c'est un concentré d'expérience, c'est une méthode qui garantit que si on la suit,
on atteindra le but escompté. Elle est dans la tête des experts, la procédure. D'accord? C'est abstrait. Par contre, elle se matérialise dans une consigne, dans un document procédural, qui peut être fait de multiples manières. Donc le document n'est qu'une matérialisation d'une procédure qui est dans la tête de l'expert. Prenons un exemple. Vous avez ici la procédure qui consiste à peler du gingembre avec une cuillère. Alors, voilà un exemple de consigne. Je l'aime bien parce qu'elle fait 21 secondes. Elle nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Elle nous dit ce qu'il faut faire et comment on doit le faire en 21 secondes. Je m'étais dit, c'est impossible d'éplucher du gingembre. 21 secondes. Deuxième erreur, penser que la consigne est un objet neutre. Alors, y a-t-il des enfants dans la salle? Non. C'est un objet éminemment social, soumis à l'effet de multiples contraintes. Je prendrai cet exemple-là. Quand j'ai soutenu mon HDR, j'avais mis l'image qui est derrière. Vous voyez, vous avez ici normalement quelque chose qui est fait pour les ados, mais on leur interdit d'y accéder. Qui a besoin du mode d'emploi pour utiliser un préservatif? Ce sont des jeunes, pas nous. Et donc on leur dit, non, non, limite d'âge, vous ne pouvez pas accéder à la vidéo, qui pourtant était très bien faite. Il n'y a pas de banane, on est sur, je dirais, une procédure avec le vrai corps, etc. Troisième erreur, croire qu'une petite erreur a toujours de petites conséquences. Alors malheureusement, en 1988, il y a eu un accident très grave à la gare de Lyon à Paris, un train fou, sans frein, sans casque, dans un train à l'arrêt, 56 morts, 57 blessés, et un chercheur, André, a analysé la situation et a constaté que dans la chaîne d'événements, alors première chose, violation d'une consigne par une passagère qui actionne le signal d'arrêt d'urgence à un endroit où elle ne devait pas le faire, ça c'est le début. Mais ensuite, le train est bloqué, il est arrêté et le mécanicien doit faire repartir son train en suivant cette consigne. Et on lui dit, il y a deux cas. Premier cas, deuxième cas. Il est dans le premier cas. Le problème, c'est que dans les deux cas, il fallait appliquer la suite de la procédure qui était, au niveau de l'indentation, plutôt assimilée au deuxième cas. Ce qui fait qu'on passe complètement, quand on est en situation de stress, etc., à côté de l'instruction. Et la bonne manière de présenter cette consigne aurait été celle-ci. Alors, ça n'est pas le seul élément qui a conduit à cet accident, mais on va dire que ça a contribué de manière importante. Petite erreur, un espace mal mis, et ça a eu un effet quand même assez dommageable. Alors, j'en arrive maintenant aux consignes paradoxales. Communiquer une consigne paradoxale, c'est soit une erreur, soit une faute, de mon point de vue. Je commencerai par l'archétype de l'instruction paradoxale. Soyez spontanés. Je vous dis ça à vos étudiants. Ils ne peuvent pas l'être parce que s'ils suivent la consigne, ils l'enfreignent. Ouais. Si vous suivez la consigne, vous êtes plus spontané. Vous êtes d'accord? Alors, un exemple, je reviens à cette image, j'ai changé le personnage. Vous avez cette consigne qui vise à choquer. Et je me suis aperçu que dans tous les abribus, on a remplacé le E par un astérisque qui ne renvoie à rien. On a inventé l'astérisque qui ne renvoie à rien. Le seul but, c'est de ne pas choquer. Donc, on fait une consigne pour choquer et surtout, ensuite, on la dénature. Je dirais que c'est paradoxal. Alors, au passage, il aurait été plus simple, on est ici dans le Nord, de la dire en ch'ti, parce qu'en ch'ti, les choses se disent que. Et si vous écoutez ce petit podcast sur ici, Hauts-de-France, vous allez voir qu'on dit vaquier en Picardie. Ça veut dire au fait dégage. Voilà. Donc finalement, une consigne paradoxale, c'est une consigne qui renonce à choquer alors qu'elle est faite pour cela. Je trouve que c'est un petit peu... Alors, ça n'est pas méchant ici, c'est juste une erreur. Par contre, ça peut être une faute. Ça, c'est une copie d'écran que j'avais faite en 2018. À l'époque, on avait beaucoup des dessins animés et des publicités entre les dessins animés. Et vous aviez cette partie de l'écran qui vous disait « mange trop gras, trop sucré, trop salé ». L'autre partie qui vous disait « ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé ». En général, quand on veut rendre les gens fous, on fait comme ça. On les met dans une situation intenable où, quoi qu'ils fassent, ils font mal. Erreur numéro 5,
pensez que la consigne est le seul moyen à privilégier pour guider l'action. Alors, pour guider l'action, il y a pas mal de possibilités, je ne vais pas les détailler. La première chose qui nous guide, ce sont les objets eux-mêmes. Voilà mes outils pédagogiques. Vous voulez ouvrir des huîtres, vous vous dites, je prends celui-ci. Il est mieux fait que celui-là. Que me dit-il? Il me dit, je dois le tenir par là. Il me protège, il y a une garde. Bien sûr qu'il protège. Il me dit que je dois forcer, il me suggère que je dois forcer. On ne doit pas forcer quand on ouvre une huître. Vous forcez quand vous ouvrez une porte, non, vous allez sur la poignée, vous manœuvrez la poignée. Donc l'huître, c'est pareil, on ne force pas. Donc le bon couteau à huître, c'est celui-ci. On a besoin de 5 mm et on n'a absolument pas besoin de forcer. Là, vous ne pouvez pas vous transpercer la main avec ce couteau-là. Donc celui-ci m'induit en erreur, d'accord? Alors qu'il est censé me protéger. Il me dit quelque chose de faux. Une porte bien faite ne peut être que poussée. Pas besoin de mettre un mode d'emploi sur la porte. Ça, c'est Don Norman, le spécialiste des affordances, qui nous dit que quand un objet est bien fait, pas besoin d'explication, pas besoin de consigne. Tiens, j'avais oublié mon pied de fenouil. Je vais faire un sondage. Levez la main et soyez vraiment honnête. Qui s'est dit, je vais vraiment planter un pied de fenouil? Alors, en termes de pourcentage, je dois être à moins de 1%. C'est vous, quand vous donnez des instructions à vos patients, vous faites comme ça, vous dites, faites ça. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Voilà des photos que j'ai prises dans mon jardin. Le macaon, donc c'est la plus belle espèce de papillon, en voie de disparition en France. J'en vois un par an dans le meilleur des cas maintenant. J'en voyais 5 par jour avant. Ce papillon disparaît parce qu'il pond sur des pieds de fenouil uniquement et des carottes sauvages. Donc si vous plantez un pied de fenouil et que vous le laissez sans y toucher, vous allez pouvoir sauver des macaons. Maintenant, je vais poser la question, qui pense planter un pied de fenouil maintenant? Voilà. Ça s'appelle susciter l'adhésion. Ah oui, mais là, Susciter l'adhésion, vous connaissez bien ça, l'adhésion thérapeutique dans le domaine médical, vous appeliez ça avant l'observance, mais c'était trop connoté religieux et militaire un petit peu, mais l'adhésion c'est important. Si la personne n'adhère pas, elle n'exécute pas. 7e erreur, c'est la plus grave pour moi. Communiquer une procédure incorrecte. Et je prendrai l'exemple du fauchage tardif, sans aucun jeu de mots. On nous dit, vous voulez protéger des macaons, pardon, vous voyez le macaon en haut à gauche, c'est le petit papillon que je vous ai montré. Il faut pour cela couper l'herbe à la fin de l'été. Bon, le macaon, il pond en août et la chrysalide éclot en avril-mai. Donc si vous coupez l'herbe en fin d'été, vous lui avez juste dit, c'est bon, tu peux y aller, tu peux pondre là. Et après, vous coupez 3 mois plus tard son habitation. L'aurore, qui est un papillon avec des ailes oranges, éclot 1 an après, voire 2 ans après. Donc la bonne méthode ici, c'est de ne pas faucher du tout, ou tous les 5 ans. Mais surtout pas le fauchage tardif, c'est une super mauvaise idée. Alors, l'IA, est-ce qu'elle peut nous sauver pour générer des bonnes consignes? J'ai un étudiant en ce moment de M2 qui est en train de manipuler avec ChatGPT. Il étudie la communication ChatGPT humain et humain-humain. Alors, j'ai demandé à l'IA de générer une consigne, dis-moi comment tu fais pour ouvrir des huîtres. Alors lui, il me fait une procédure où on a 2 mains droites ici, vous remarquerez. Et puis en haut, vous avez un peu trop de doigts. Bon. Pour les préservatifs masculins, pas étanche le préservatif. Regardez la dernière en bas. Voilà ce qui se passe quand on ne veut pas représenter l'objet, pour des raisons qui sont peut-être louables, mais il est clair que là, ne faites surtout pas ça. Hein. Alors je conclurai en disant, communiquer, c'est un métier qui nécessite, et comme tous les métiers, une éthique. C'est difficile comme métier. Ça n'est pas vous qui avez en plus créé la procédure que vous devez communiquer.
Celui qui vous dit comment prendre une photo, il n'a sûrement jamais pris de photo de sa vie. Mais il communique une procédure qui a été élaborée par d'autres. Et deuxièmement, l'utilisateur n'est pas quelqu'un qui doit suivre aveuglément les instructions, c'est un être intelligent qui doit les interpréter de manière intelligente. Alors je terminerai par cette petite image générée par IA. Vous avez un ordinateur qui dit, alors je suis désolé, mais il n'est pas capable d'écrire le prompt que je lui ai donné. N'oublie pas d'acheter la pâtée préférée de ton chat, annule le rendez-vous chez le vétérinaire. On ne sait pas qui est derrière l'écran. Ça, c'est l'avenir. Les consignes générées par des IA ou par d'autres choses. Voilà, donc finalement, nous vivons dans un monde moderne, comme dirait Philippe Meyer. Tout le monde n'a peut-être pas la référence. Si.